La presse l'avait prédit lors d'une semaine agitée à Elekam. Le Conseil électoral a obtenu la tête d'Abdoulaye Babalé après avoir dénoncé sa gestion calamiteuse et opaque de l'organisme chargé de superviser le processus électoral au Cameroun. Le président de la République a tranché, le directeur général des élections a été limogé. C'est désormais Eric Essoussé et Abdoul Karimou qui sont chargés d'organiser l'élection présidentielle cette année 2018 au Cameroun. En l'espace de 9 ans d'existence, l'arrivée d'un troisième directeur général des élections traduit-elle l'instabilité à la tête de l'ECAM au regard de la trajectoire des nouveaux dirigeants de l'ECAM et leur passé trouble de cadre politique du RDPC, certains journaux s'inquiètent de ces conflits d'intérêts qui sont de nature à remettre en cause la crédibilité et la transparence, mais aussi la capacité de ces nouveaux dirigeants de l'ECAM à organiser des scrutins crédibles et transparents cette année 2018. Ces soupçons de conflits d'intérêts ont également éclaboussé un membre du Conseil constitutionnel. Selon l'Œil du Sahel, le nom de Jean Foumanakam s'est retrouvé dans une liste des élites du Sud qui appellent Paul Biya à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Un véritable scandale selon la presse et une mise au point du RDPC pour s'excuser à propos d'une coquille qui s'est glissée dans cette motion de soutien et une confusion entre Jean et Marie Foumanakam. Pour autant, la polémique ne s'est pas estompée. Elle ravive le débat sur la pertinence des motions de soutien du parti au pouvoir et la collusion entre l'administration publique et le RDPC. Ces multiples appels à la candidature de Paul Biya ont-ils plus d'écho que les appels au cessez-le-feu sur le théâtre de la crise anglophone? Le gouvernement appelé à faire le premier pas va-t-il céder sous la pression du ton menaçant de la communauté internationale? Ces préoccupations constituent l'ossature de droit de réponse ce dimanche. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où l'élite de la classe politique, des universitaires de haut vol et journalistes de renom décryptent et analysent l'actualité telle que traitée dans la presse. Avant de lever un coin de voile sur le panel invité sur droit de réponse, j'accueille ce dimanche le chroniqueur du droit de réponse. Flavien, bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à tous nos invités. Comment est-ce que la presse a-t-elle traité ces questions brûlantes d'actualité? La presse, comme vous le savez, n'est pas restée insensible à toute cette actualité. En tout cas, on a lu également dans la presse cette semaine qui s'achève au sujet de l'ECAM, par exemple. Le journal L'Œil du Sahel annonçait déjà que le Conseil électoral réclamait la tête du directeur général, Abdoulaye Babalé. Le même journal, dans son édition du 28 mai, révèle que le directeur général Abdoulaye Babalé a signé un document intitulé point de presse qui a fait le tour des réseaux sociaux indiquant que le Conseil électoral a pris la décision ou la résolution même de constatant la faute lourde dans la gestion du directeur général. Selon le tri hebdomadaire, la décision trouve son fondement égal dans l'article 25 alinéa 2 du Code électoral qui dit que le Conseil électoral peut mettre un terme au mandat du directeur général ou encore son adjoint dans l'un des cas suivants: incapacité physique ou mentale du moment constaté par le Conseil électoral, faute lourde ou encore condamnation définitive à une peine afflictive et même ou encore afflammante. Voilà quelques raisons en tout cas qui peuvent amener le président du conseil à suspendre ou à radier en tout cas le directeur général. La nouvelle expression n'est pas allée dans ce sens, mais pour sa part souligne que Abdoulaye Babalé a été offert en sacrifice par le conseil électoral qui ne voulait plus le voir. Le rédacteur de l'article fait savoir que les multiples absences du directeur général au conseil et même aux réunions organisées par le président du conseil électoral sont entre autres raisons qui l'ont d'ailleurs exposé alors que l'institution est donc agitée par une grosse grogne, ce que dit la presse d'ailleurs. La nouvelle expression dans une autre parution a donc révélé que le chef de l'État a mis au courant, a finalement décidé donc de mettre un terme à cette situation, a finalement sanctionné bien sûr Abdoulaye Babalé. Paul Biya, dans un décret, a nommé un nouveau directeur général et son adjoint. Le Social Democratic Front n'a pas attendu. Dans sa réaction, le ministre de l'Information du gouvernement fantôme du Social Democratic Front fait savoir que ce qui se passe à l'ECAM est révélateur de l'ambiance délétère et surtout fébrile au sommet de l'État du Cameroun. Chacun est donc obligé de positionner sa personne, une république bananière
conclut-il. Le journal Émergence nous apprend que le nouveau directeur général de l'ECAM s'appelle Eric Essoussé. Il a été donc pendant près de 10 ans directeur général adjoint de l'institution. L'ancien membre du club de la censure au ministère de l'administration territoriale de l'époque est un homme de rigueur, selon bien entendu la presse. Mutation le présente comme le joker de Paul Biya qu'il va utiliser durant le scrutin présidentiel à venir. Selon le tabloïd, des consignes particulières lui ont été données. Le reporter de Mutation, pour confirmer dans tout ça, fait un rapprochement donc avec les premières décisions prises pour bouleverser son entourage immédiat. Les hommes d'Abdoulaye Babalé ont été donc changés au profit des siens. Donc c'est ce que dit le journal également. Le quotidien Le Jour dit savoir comment Abdoulaye Babalé a été donc limogé. Le Jour souligne que les rapports écornés entre le président du conseil et lui sont donc la source des raisons de son départ. Pour le journal, Eric Essoussé entend être fidèle au président du conseil électoral pour parvenir à rester le plus longtemps possible donc à la direction de l'ECAM. Du moins, voilà un peu le traitement que la presse a réservé à ce premier sujet. Et comme vous le savez, le second arrêt de ce rendez-vous dominical, Cédric, vous l'avez également évoqué, concerne la présidentielle 2018. Le Conseil constitutionnel a-t-il été éclaboussé dans un appel à la candidature? Le journal Les du Ciel semble l'affirmer. On le lit d'ailleurs dans ce numéro. Pour le tri-hebdomadaire, un membre du Conseil constitutionnel appelle Paul Biya à se représenter à la prochaine élection présidentielle. Le nom de Jean Foumanakam figure donc en bonne place parmi les signataires d'une motion d'appel à la candidature de Paul Biya. Pourtant, et selon le tabloïd de sa posture de membre du Conseil constitutionnel et magistrat hors hiérarchie, n'ignore pas qu'il viole de ce fait certaines dispositions de la loi du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel, celles qui servent donc de balise à l'indépendance même des membres de cette institution afin d'en assurer la crédibilité. Le journal précise d'ailleurs que des sanctions sont prévues en cas de violation de cette loi. Le journal La Nouvelle Expression fait savoir que Jacques Famendongo, qui a mis son nom sur la liste qui fait d'ailleurs problème aujourd'hui, tente de sauver la tête de Foumanakam. Le chef de la délégation permanente du comité central du RDPC a laissé dire dans un communiqué qui a fait le tour des réseaux sociaux que c'est simplement une malencontreuse coquille qui s'est donc glissé dans la motion de soutien. Le même communiqué révèle que c'est pas le nom de Foumanakam, qui est donc membre du Conseil constitutionnel, mais plutôt celui de Marie Foumanakam. Info Matin ne va pas dans cette logique. Le journal fait savoir simplement qu'il se contente de dire que Famendongo veut corriger son erreur après avoir vendu Foumanakam. En tant qu'intellectuel, il savait bien que les nouvelles fonctions, notamment de Foumanakam, lui imposent une certaine neutralité. Voilà comment est-ce que la presse a traité de cette question. Merci Flavien pour ces précisions. Place à présent au panel de droit de réponse ce dimanche. J'accueille sur ce plateau le vice-président de l'Union démocratique du Cameroun, Cyril Sambaka. Bonjour. Bonjour Cédric. Bienvenue bonjour à cette émission. Merci et bonjour à tous les téléspectateurs de Kinox TV. Également présent sur le plateau de droit de réponse Serge Soro, qui est historien, cadre politique de l'Union des populations du Cameroun. Serge Soro, bonjour. Bonjour et bonjour aux Camerounais qui nous regardent à travers le triangle national. Une fois de plus, nous compatissons avec les populations du sud-ouest et de l'extrême nord et du nord-ouest face à tout ce qui leur est imposé par le régime Biya Aïdjo. Notre consultant, toujours présent ce dimanche, Edmond Kambia, bonjour. Bonjour Cédric. Consultant sur droit de réponse, chef de la section politique et politique internationale pour le quotidien La Nouvelle Expression. Tout à fait. Je salue tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. J'annonce également Marlise Doualabel, députée RDPC. Elle a annoncé sa présence sur ce plateau de droit de réponse. Mais en attendant, je reste avec vous, Edmond Kambia. La Nouvelle Expression et d'autres quotidiens ont prédit le limogeage d'Abdoulaye Babalé à la tête des l'ECAM après les accusations de faute lourde formulées par le Conseil électoral réuni en session extraordinaire. Comment la presse a-t-elle accueilli la décision du président de la République quelques heures après qu'elle ait annoncé cette décision? C'était lundi dernier. Cette décision était prévisible. Ce d'autant que le Conseil électoral a tenu une session extraordinaire et au terme desquels on a appris officiellement qu'il y a eu faute lourde dans la gestion du directeur général de l'ECAM.
à la personne d'Abdoulaye Babalé. Et cette faute lourde a été expliquée largement, n'est-ce pas, dans le communiqué du Conseil électoral. On parle d'absence répétée aux sessions et réunions du Conseil électoral. Vous savez que le directeur général est le rapporteur, n'est-ce pas, lorsqu'il y a réunion au niveau du Conseil électoral. Absence répétée, ils l'ont dit. Mais aussi, il y a un autre argument qui est fort et dont la presse a beaucoup épilogué ou commenté. La gestion opaque et calamiteuse des ressources humaines, matérielles et financières du directeur général de l'ECAM. Donc voilà, en gros, des éléments qui ont fait l'objet de commentaires, d'analyses et de beaucoup d'exploitation au niveau notamment des confrères qui ont fait appel parfois à des spécialistes, des experts, des hommes politiques, des experts de la société civile pour commenter cette information. Parce que nous sommes en année électorale. Et c'est dans ce sens que justement la nouvelle instruction, vous le dites si bien, l'avait presque prédit. Parce que nous observons la scène politique depuis de nombreuses années. Depuis l'ancêtre de l'ECAM. Vous savez qu'il y a eu d'abord l'ONEL, ONEL 1, ONEL 2. On a eu l'ECAM 1 et 2. Nous en appelons à l'ECAM 3, qui verrait l'entrée en force des représentants des partis politiques. Justement, nous y reviendrons au cours de cette émission, Edmond Kambia. D'abord, la réaction de Cyril Sambaka sur cette gestion calamiteuse et opaque des ressources matérielles, financières et humaines à l'ECAM. C'est le rapport à charge du Conseil électoral contre Abdoulaye Babalé. Quelle est votre analyse de ce rapport du Conseil électoral? Bien, je dois dire que pour nous, tout part des textes. Des textes qui régissent l'ECAM, parce que vous voyez déjà, le Conseil électoral a des membres qui prêtent serment, le directeur général ne prête pas serment, c'est lui qui a le cordon de la bourse, il est le secrétaire de leur réunion, s'il ne signe pas, rien ne marche, etc., etc. Donc, je pense que c'est vicié dès le départ. Et l'ECAM est quelque chose qui ne peut pas bien fonctionner, parce que nous l'avons décrié, nous l'avons toujours décrié. Il faut d'abord que nous ayons des textes et qu'on puisse appliquer ces textes. Mais quand les textes sont déjà viciés au départ et que nous nous rendons compte qu'on met en branle un mouvement, des gens qui n'ont pas prêté serment, c'est eux qui détiennent le cordon de la bourse, c'est eux qui font tout, c'est eux qui choisissent, c'est eux qui ont le droit de veto. Vous voyez, ça pose un certain nombre de problèmes. Qu'est-ce qui reste donc? Ça veut dire que quand on vous nomme directeur général de l'ECAM, on vous fait un cadeau. Parce que les autres vont devant la justice, devant la loi, prêter serment. Mais vous, on vous fait un cadeau. Et ce cadeau-là, vous l'utilisez comme un cadeau. Et nous savons très bien qu'au Cameroun, les gens qu'on interpelle pour les problèmes de gestion, ce sont des gestions qui datent de 5 ans, de 10 ans. Donc si on vous nomme pour un cadeau, vous avez la possibilité de gérer comme vous voulez, au moins pendant 5 ans. Donc ça, c'est déjà connu. Et tous les gens qu'on nomme, qu'on continue à nommer, agissent de la même façon. Et on dirait aujourd'hui que ce que nous souhaitons, c'est que nous ayons des entreprises qui fonctionnent, c'est-à-dire qui ont un bilan, qui ont des contrôles de gestion chaque année, afin que ce genre de choses ne puisse plus se reproduire. Justement, Abdoulaye Babalé, qui n'a passé que 3 ans en tant que directeur général des élections, est déjà accusé de faute lourde, gestion calamiteuse et opaque selon le Conseil électoral. Serge Soro, vous avez suivi cette communication du Conseil électoral après sa session extraordinaire qui s'est tenue en fin de semaine dernière. Quelle est votre analyse des griefs qui sont formulés à l'encontre d'Abdoulaye Babalé? Déjà, je dirais que je ne suis pas très surpris parce que nous savons tous que l'ECAM, c'est une machine mise au service d'un système. Et ce qui leur est offert, comme disait l'aîné Sambaka, c'est un cadeau pour qu'ils rendent service. Maintenant, on sait depuis qu'il y a des malentendus en interne. Et on sait que c'est dû peut-être au partage du cadeau. Parce que quand on dit faute lourde, entendons-nous très bien. Et l'ECAM ne nous a jamais dit quelles sont ses procédures internes en matière de gestion des fonds, quelles sont les règles en matière de recrutement de son personnel. Personne ne sait ce qui se passe là-bas. Donc, entre eux, que le torchon se soit mis à brûler, je dis, depuis l'époque coloniale, vous savez, les seules institutions qu'on admet sont celles qui sont viciées au départ par 3 principales choses. Le régime des privilèges, la corruption et le détournement de fonds publics, et puis le trafic d'influence. Maintenant, on ne nous dit pas d'abord
quel est l'état de santé de Babale? Est-ce qu'il ne venait pas parce qu'il est vraiment capable d'être présent? Personne ne sait. Est-ce qu'il est malade? Et qu'est-ce qu'il a fait? S'il a détourné de l'argent, voilà un autre problème. La justice camerounaise n'attend pas qu'on l'interpelle. Elle devrait se saisir de ces faits-là. Elle ne s'en est pas saisie. Ça veut dire qu'il y a quelque part anguille sur roche. De notre côté, nous disons que Elekam n'est pas ce que les Camerounais auraient souhaité. Il lui fallut qu'on mette en place, n'est-ce pas, une commission électorale indépendante qui réponde par exemple devant l'Assemblée et dont les gestionnaires sont responsables devant la justice. Il faut préciser justement qu'avant cette session extraordinaire du Conseil électoral, il y a eu 2 missives d'un collectif du personnel de l'ECAM dans lesquelles ils ont dénoncé des mauvaises conditions de travail et des soupçons de détournement de deniers publics concernant la gestion justement d'Abdoulaye Babale. Edmond Okambia, sur cette question, il y a une crise de leadership et une crise de confiance entre le directeur général de l'ECAM et également le personnel de cette structure. Oui, effectivement, il y a une crise de leadership. Ce n'est pas nouveau, parce que cela date de la création même de l'ECAM. Les textes qui créent et organisent le fonctionnement de l'ECAM sont viciés, comme le disait le président Sambaka tout à l'heure. En réalité, on devrait revisiter cette loi. On devrait revisiter le texte fondateur de l'ECAM, parce qu'il y a enchevêtrement dans les attributions du Conseil électoral et de la direction générale. Par moment, on a le sentiment que le Conseil électoral, dont les membres prêtent serment, et la direction générale, dont les membres, j'allais dire le directeur général et son adjoint ne prêtent pas serment, qu'il y a une sorte de bicéphalisme dans les faits. Il y a aussi à tel enseigne qu'on se pose la question de savoir qui est le patron de l'ECAM. Ça, c'est la question qui ressort. C'est pour ça qu'il y a la crise de leadership. Il y a aussi cette situation concernant les employés de cette structure, oui, qui sont chargés sur le plan opérationnel d'assurer la supervision et l'organisation des scrutins, d'enrôler les électeurs, et ce sont ceux-là qui se sont plaints de l'insuffisance du matériel, des conditions de travail assez difficiles pour avoir un rendement optimal sur le terrain. Cela incombe au directeur général des élections. Comment comprendre que ces malaises sociaux soient aussi profonds au sein de l'organe qui est chargé d'organiser les élections au Cameroun? Je dirais que cette plainte sérieuse qui a précédé le limogeage d'Abdoulaye Babale venant du personnel de l'ECAM révèle en réalité un malaise profond qui n'est pas nouveau, parce que rappelez-vous, Abdoulaye Babale a remplacé Sani Tanimou. Ce type de problème existait, peut-être pas avec la même profondeur que celle à laquelle on assiste aujourd'hui et qui fait partie Abdoulaye Babale. Il faut simplement dire qu'il y a eu, j'allais dire, une conjonction de circonstances qui ont plaidé, j'allais dire, en faveur du Conseil électoral et en défaveur de la direction générale. Cette conjonction des facteurs, je mets là-dedans des éléments tels que le fait que nous soyons d'abord en année électorale. Ça, c'est très important. Et notamment les différentes missions, aussi bien à l'intérieur du pays, dans les démembrements territoriaux qu'au niveau de la diaspora. Rappelez-vous que l'on se plaint, le personnel se plaint également de la manière dont le directeur général a géré, n'est-ce pas, ses missions, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Il y a eu des rapports, parce que le Conseil électoral parle de rapports qui leur sont parvenus après les missions du directeur général sortant, enfin limogé, et puis de l'exploitation des membres même du Conseil électoral, ainsi que de l'adjoint, comme les responsables régionaux et départementaux, qui sont, il faut le dire ici, parce que quand je parlais tout à l'heure d'enchevêtrement dans les fonctions, qui sont les responsables départementaux sont nommés par le directeur général de l'ECAM, après avis du Conseil électoral, pendant que les responsables régionaux sont nommés par le Conseil électoral sur proposition de la direction générale de l'ECAM. Donc il y a comme une question de sémantique, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair dans le processus même de nomination et dans le fonctionnement même concret de l'ECAM. C'est pour cela que je disais tantôt qu'il faut revoir les textes. La persistance de ces crises de leadership et de confiance au sein de l'ECAM a
poussé le chef de l'État à limoger le directeur général des élections, Abdoulaye Babalé, qui n'a passé que 3 ans à la tête d'Elecam. Pourtant, son mandat courait encore sur 2 années. Et sur ce plateau, avec nous, l'honorable député Douala Marlise Douala-Belle. Bonjour, bienvenue. Merci et je m'excuse pour ce retard. Je vous en prie. Alors, vous avez suivi tout de même ce limogeage du directeur général des élections, Abdoulaye Babalé, à quelques mois de la présidentielle. Comment appréciez-vous cette décision prise par le président de la République après des critiques formulées sur la gestion de l'ancien directeur général des élections? Alors, je crois que je vais commencer par présenter mes félicitations à M. Essousset et un peu aussi, j'allais dire, préoccupé par les nombreux défis qui sont les siens sur le plan structurel et organisationnel. L'expert en parlait tout à l'heure. Sur le plan managérial, parce qu'il y a quand même un personnel qui ne semble pas très content des conditions de travail et qui dénonce également des arriérés de salaire, les arriérés d'avancement, la non-protection sociale, etc. Quand on a des délais aussi courts que M. Essousset et qu'on a donc besoin d'une armée capable de se mobiliser au claquement des doigts, il va lui être difficile de mobiliser ce personnel s'il ne réussit pas, dans des délais très courts, à résorber le taux d'insatisfaction de son personnel. Ça, c'est déjà très important à dire. Ça va être son premier défi parce que c'est ce personnel qui va l'accompagner dans ces défis. Et il y a le défi éthique qui est celui qui se rapporte à la loi et au code électoral, qu'il va falloir qu'il respecte exactement comme la loi le prévoit pour que nos élections qui arrivent ne soient pas le lieu de contestation répétée. Donc je me dis que c'est une mission importante qui lui a été confiée. Je voudrais prier Dieu pour lui, qu'il trouve les ressources et j'allais dire le discernement nécessaire pour que les mesures qu'il va prendre, qu'il a déjà d'ailleurs commencé à prendre, amène un résultat efficace et efficient. Ces prières ont été adressées lorsque Abdoulaye Babalé est arrivé à la tête d'Elecam. Oui. Et 3 ans après, sa gestion a été qualifiée de calamiteuse et opaque. Serge Soro, quelles sont les conséquences d'une telle gestion sur le processus électoral, vous qui êtes un acteur politique et qui aspirez à pouvoir être un élu sur le plan local? Aucune conséquence, parce que Elecam en soi est une calamité organisationnelle. Moi, je ne sais pas. Elecam est mise au service du RDPC. Moi, je vais vous citer 2 anecdotes. Dans la circonscription d'un Dôme en 2013, le RDPC a amené sa liste un jour après la clôture. Elecam l'a admise. Et Elecam a proclamé des résultats, bien que le RDPC ait perdu, des procès-verbaux ont disparu et le RDPC a gagné les élections. À Douala 5e, dans 45 bureaux de vote, de 8h à 11h, il n'y avait pas les bulletins du PC aux législatives et aux municipales, et on a vu les résultats. Donc pour moi, Elecam, c'est un non-événement. Je vais répéter ici qu'il fallait qu'on trouve une autre solution. Qu'on ait enlevé Babalé, ça c'est une stratégie pour faire croire aux Camerounais qu'on veut du bien. Parce que je ne comprends pas pourquoi on félicite quelqu'un qui n'a encore rien fait. Bon, c'est la stratégie de ceux qui gouvernent, à féliciter les gens qui n'ont même pas encore commencé à travailler. Nous pensons, et c'est urgent, que si tant il est bien qu'on commence à croire au Cameroun qu'on va enraciner la démocratie, il faut qu'on sorte des spectres ivoiriens et zaïrois. C'est ce qu'on voyait, les gens dansaient, ils étalaient des tapis rouges, ils marchaient pendant 3 jours, ils disaient que c'est bon, il n'y a que vous, vous êtes Dieu. Et à la fin, on a vu ce qu'on a vu. Pendant 56 ans, on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Ce monsieur qu'on a mis DG de l'Elecam, en fait, on lui confie presque une mission impossible, en lui disant, en lui susurrant à l'oreille que faites que nous gagnons, c'est tout. Et je pense que c'est plus dangereux même de procéder à cette nomination sous cette forme que de poser d'abord le problème de fond. On aurait pu laisser, le Conseil électoral a fait son constat, Babalé a mal géré, on aurait dû commettre directement une audition judiciaire pour qu'on dise aux Camerounais ce que Babalé a vraiment fait. Faute lourde, ça c'est un nom commun de choses. Faute lourde.
ça ne veut rien dire. Que des employés aient écrit, attendez, dans toutes les sociétés parapubliques, il y a des gens qui sont là pendant 10 ans, les employés écrivent tout le temps. Pourquoi on ne les enlève pas? Pourquoi on ne les enlève pas? On sait bien ce qui se passe. Maintenant que la situation est un peu compliquée, parce que moi je vous explique ce qui se passe maintenant. En réalité, le système en place a cru qu'avec la tension qui commence à être à Elecam, il leur serait difficile de faire marcher les agents de l'ECAM dans les différentes circonscriptions à la baguette pour gagner les élections. Voilà pourquoi on a limogé Babalé. C'est pas parce qu'il a... Justement, ça, c'est votre point de vue, Cyril Sambaka, sur les conséquences de cette gestion opaque et calamiteuse sur le processus électoral. Y a-t-il un agenda caché, comme le laisse entrevoir Serge Soro, concernant, bien sûr, la nécessité pour le régime en place de pouvoir conserver la mainmise sur Elecam? Je pense que l'agenda est tellement grand que nous ne pouvons qu'en donner quelques détails. Serge a bien fait de le souligner. Moi, ce que je veux dire, c'est que, voyez-vous, quand on est sur le terrain et qu'on voit comment les inscriptions se déroulent et qu'on voit qu'il n'y a pas de machine pour inscrire des gens et que vous devez demander aux gens de venir le matin pour se faire inscrire l'après-midi parce qu'il faut des files d'attente, les appareils sont en panne, etc., etc., les employés de l'ECAM se rendent bien compte que les Camerounais souffrent. Et ça ne peut pas leur faire du bien, puisqu'on leur parle. Ces gens qui viennent s'inscrire leur parlent. Quand bien même on les aurait recrutés sur la base de leur parti politique, ils sont des êtres humains. Et il y en a qui peuvent comprendre. Donc, ce phénomène-là qui vise à freiner les inscriptions sur les listes électorales, c'est bien M. Babalé qui l'a conduit. C'est bien lui qui l'a conduit. Bon, maintenant, M. Essoussé arrive, il arrive à quelques semaines de la convocation du corps électoral pour les législatives municipales si les textes sont respectés. Alors, dans la stratégie de conservation du pouvoir, on ne peut pas dissocier M. Essoussé de M. Babalé. Puisqu'ils ont toujours travaillé ensemble, M. Essoussé était le directeur adjoint et le grand technicien. Parce qu'en réalité, qui gérait Elecam techniquement? L'autre le faisait politiquement, mais techniquement, c'était M. Soucé. Il a eu donc maintenant la casquette aussi de pouvoir gérer. Son adjoint, c'est quelqu'un que tous les Camerounais connaissent dans les plateaux de télévision. Qui peut défendre le RDPC plus que ce monsieur? Donc ce sont des signaux qu'on envoie aux Camerounais pour dire nous prenons position sur les places stratégiques parce que nous voulons par tous les moyens gagner les élections. Vous venez de dessiner la trajectoire de ces nouveaux dirigeants d'Elecam. Éric Essoussé, qui a été pendant près de 10 ans directeur général adjoint, qui vient d'être porté à la tête d'Elecam. Abdoul Karimou, qui est un ancien de l'administration territoriale. Edmond Kambia, vous connaissez bien le profil de ces personnalités qui ont été dans les milieux d'organisation des élections depuis de nombreuses années au Cameroun. Oui. Quelle est principalement la silhouette de Éric Essoussé, qui est désormais directeur général des élections? Éric Essoussé, c'est une figure bien connue de la presse écrite, notamment au Cameroun. La presse en général, mais surtout la presse écrite. Il a même commis un ouvrage, n'est-ce pas, sur la presse écrite. Il faut le dire, un ouvrage de qualité. Je dois dire que Éric Essoussé, nous le connaissons depuis les années 90. Il a été directeur adjoint des affaires politiques au MINAT, au ministère de l'administration territoriale du temps de feu, n'est-ce pas, André Tsongi. À l'époque où la censure régnait en pleine force. Nous avons marché dans ce pays dans les années 90 pour qu'on abolisse la censure. Et la censure fut abolie en janvier 96 finalement. Mais il faut dire que entre 1990 et 1996, ça n'a pas été très facile pour la presse. Et Éric Essoussé était notre interlocuteur principal que j'ai personnellement rencontré à plusieurs reprises au MINAT. Donc en réalité, c'est un technicien. Très grand technicien. Un très grand technicien. Il est compétent. On ne peut pas lui dire qu'il n'est pas compétent. Ça, il faut le dire ici. C'est quelqu'un qui est compétent. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui appartient au système. C'est-à-dire, il connaît aussi bien le régime qui a précédé Paul Biya que celui actuel de Paul Biya. Il connaît tous les manœuvres, tous les mécanismes. Dites le mot. Il connaît tous les mécanismes de conservation du pouvoir. Voilà. Mais il est également capable de s'affranchir et de faire un travail de qualité s'il se comporte comme un vrai patriote, parce que c'est un
technicien compétent. Ça, c'est au niveau de sa trajectoire, parce que c'est quelqu'un qui a été au MINAT à l'époque et qui est entré à l'ECAM. Et c'est le cas également pour son jeune adjoint qui vient d'arriver. Il vient également du MINAT. Mais il a moins d'expérience qu'Éric Essoussé, qui est vraiment à sa place. Mais l'interpellation ici qu'il faudrait peut-être faire à M. Éric Essoussé, c'est que le monde entier le regarde. Et que malgré le fait qu'il a été désigné, j'allais dire à quelques semaines de la convocation du corps électoral pour les élections à venir, il faudrait qu'il donne le meilleur de lui-même. Parce qu'il s'agit pour lui d'entrer dans l'histoire. Parce qu'il faut entrer positivement dans l'histoire. Parce que s'il se comporte avec les anciens réflexes, il risque d'entrer négativement dans l'histoire. Ça, je le dis parce que je le connais bien. Il peut faire un très bon travail. Justement, les préoccupations qui sont grandes et les défis nombreux pour le nouveau directeur général des élections, Marlise Doualabel, vous aviez déjà évoqué et souligné ces défis, mais vous venez également de suivre les préoccupations de la classe politique, notamment ceux de l'opposition, qui doutent de sa capacité à pouvoir s'affranchir de son passé trouble avec le RDPC et également l'administration publique. Que répondez-vous à ces collusions entre le parti au pouvoir et certains hauts fonctionnaires de l'administration publique? Je voudrais commencer par la réflexion de mon frère qui dit qu'il ne comprend même pas pourquoi on doit féliciter les gens alors qu'ils n'ont rien fait. Quand on félicite les mariés, ils connaissent déjà le mariage. Ils sont mariés. Non. On les félicite parce qu'ils se sont mariés. Mais mariés. ils ont un parcours à faire. Parce qu'on ne les a pas nommés. Là, une décision d'une hiérarchie a pressenti quelqu'un comme capable de faire un travail. Ça veut dire que cette personne peut être félicitée. Ça veut dire qu'on lui reconnaît les compétences et les talents pour faire le job. Sur le fond maintenant. Maintenant sur le fond. Je pense que tout le monde ici aussi a été unanime qu'il a une expertise, qu'il possède une expertise. Parce que conduire les élections, même quand on est un très grand patriote, quand on n'a pas le métier, quand on n'a pas le métier, on ne s'en sort pas. Heureusement pour lui, il va certainement commencer, je prie Dieu pour que ce soit comme ça, qu'il commence par la présidentielle. Parce que, non, je prie Dieu parce que moi, ça me donne un peu de temps pour... Donc, si c'est la présidentielle, je pense que le galop d'essai va être un peu plus facile que quand il s'agira de la grande compétition sur les législatives et les municipales. Donc, moi, je ne crains rien. Il faut seulement, et je l'ai dit, qu'il soit conscient de son défi éthique. Ouais. Parce que même moi qui suis militante du RDPC, j'attends d'avoir devant moi quelqu'un d'irréprochable. Donc, s'il a déjà un passé qui, subjectivement, laisse certains croire qu'il aura un parti pris, il faudra qu'il démontre dans sa façon de faire et de conduire les affaires, qu'il a non seulement l'expertise et qu'il est respectueux de l'éthique. Au-delà de ces préoccupations dont vous venez de faire part, il y a des attentes aussi importantes pour la classe politique de l'opposition, notamment sur le code électoral qui régit l'organisation des élections au Cameroun. Serge Sarah? Ah oui, bon, maintenant on ne sait pas ce qui s'est... Je voudrais d'abord revenir sur une chose. Abdoul Karim est bien militant du RDPC. Avez-vous les preuves de ce militantisme? Je vous dis qu'au moins à 2 émissions d'Espace Politique, nous avons fait le débat ensemble. Nous avons partagé après un verre. Donc, il n'y a aucun doute. Est-ce que le fait de défendre un parti politique suppose... Pour nous, ça ne pose pas un problème. Pour nous, ça ne pose pas un problème. Ça renforce seulement notre conviction que l'ECAM est bel et bien une machine au service du régime. Ça ne devrait même pas faire de doute. Mais, comme l'a dit la militante du RDPC, je crois que tous les Camerounais actuellement, par rapport à la situation que nous vivons, et à l'époque, pensent, quel que soit leur parti, qu'il vaudrait mieux travailler de manière patriotique et objective pour nous éviter ce qui est arrivé ailleurs. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Déjà, ça, je le dis. Maintenant, je pense qu'au niveau du code électoral, nous avons déjà dit qu'il y a au moins 45 articles à revoir dans ce code. Et on peut me le rendre plus court et plus simple. Parce que j'entends, elle a dit qu'il faut commencer par les présidentielles. Ça veut bien dire qu'au Cameroun, les élections restent l'affaire du président. Il peut même dire qu'il n'y a pas d'élection. Parce que moi, je vois les gens s'agiter. J'ai entendu un débat qu'il ne peut pas. Qui a dit qu'il ne peut pas proroger les présidentielles? Ce n'est pas formellement écrit qu'il lui est interdit de les proroger. Donc, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et on connaît M. Biya, il peut faire n'importe quoi
Et surtout que ce n'est pas une urgence, les présidentielles. Moi, je pense que l'élection la plus importante, il faut qu'on respecte le calendrier. Bon, au niveau du code électoral, incapable de le changer, je pense qu'on peut au moins faire 2 choses pour assurer les Camerounais. On peut faire un bulletin unique au niveau de toutes les élections. Vraiment, au niveau des municipales, par exemple, on n'a pas besoin de faire un bulletin avec le nom de tout le monde. On fait un bulletin qui a l'effigie du RDPC, de l'UPC, du SDF avec des cases où on vient cocher. Économiquement, c'est moins coûteux. Moi, je ne comprends pas cette histoire où à chaque élection, on vous pose des ballots de papier qui ne servent à rien, avec des enveloppes qui ne servent à rien. Et ça nous coûte énormément cher. Deuxièmement, on peut décentraliser formellement le système. C'est-à-dire que l'élection municipale, le résultat se proclame là, à l'arrondissement, et puis il est acquis. On n'attend pas que quelqu'un le confirme encore à un niveau, parce que c'est à ce moment-là que se font toutes les fraudes. Après, l'ECAM arrive à un PV que personne n'a signé, et on vous dit, la loi dit que c'est le PV de l'ECAM qui fait foi. Et l'élection est biaisée. Ces 2 paramètres peuvent rendre l'élection camerounaise plus crédible et plus régulière. Sur la table déjà d'Éric Essoussé, nouveau directeur général des élections, il y a une plainte des partis politiques concernant la présence des bureaux de vote dans les casernes militaires, un problème qui se pose depuis quelques années déjà. Cyril Sambaka, sur cette question précise, en quoi est-ce que c'est un enjeu pour l'opposition que ces bureaux de vote soient supprimés dans les casernes militaires? Oui, je pense que si les bureaux de vote sont supprimés dans les casernes militaires, ça va faire quelque chose de formidable pour notre démocratie. Parce qu'il faut savoir distinguer les choses. Les votes ne peuvent pas se faire dans les casernes militaires. Et quand on a vu ce qu'on en a fait, et comment est-ce que nos scrutateurs ont été chassés de ces casernes militaires, on doit pouvoir dire que ce que représente l'armée pour un pays ne peut pas être quelque chose de négatif. Or, les élections nous amènent à penser mal de ces casernes. Ce n'est pas une bonne chose. Seulement, il faut revenir à l'origine. Parce que l'origine de tout ce que nous vivons aujourd'hui et tous ces problèmes que nous traversons vient du fait tout simplement que le président de la République n'a pas voulu quitter ses fonctions de président du RDPC. Alors, dans quelles conditions vous voyez M. Essoussé, n'est-ce pas, laisser son maillot du RDPC alors que le président de la République ne l'a pas laissé? L'administration camerounaise, elle est au service de cette élite, n'est-ce pas? Je pense même que le parti au pouvoir qu'on appelle RDPC n'est même pas le parti au pouvoir. C'est le parti du pouvoir, parce qu'il faut savoir distinguer maintenant le pouvoir qui regroupe ces chefs traditionnels qui vont se retrouver et ils vont dire, vous allez voter pour le président de la République, président du RDPC. Vous allez partir au Sénat, qui est un organe politique, vous allez rencontrer plein de chefs traditionnels là-bas. Il y a tellement de dysfonctionnements dans notre pays que tout est concocté pour que les choses ne marchent pas et que, n'est-ce pas, la révolution se réveille. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quand on est au pouvoir, c'est précisément pour mettre en place des politiques qui peuvent donner aux populations la possibilité de mieux vivre. Mais chez nous, c'est tout le contraire. La population doit subir. Subir, rien que subir. Ce qui nous amène à penser que tant que nous allons continuer à fonctionner comme à l'époque coloniale, il n'y aura rien de radieux pour le Cameroun, alors que c'est un pays qui est fait pour être un très très beau pays, qui impulse même l'unité de l'Afrique, etc. Justement, etc. Cette présidentielle 2018 mobilise déjà toutes les forces vives de la région du Sud, toutes les couches socio-professionnelles, patriarches et membres du bureau politique du RDPC, pour demander à Paul Biya de se porter encore candidat à l'élection présidentielle 2018. Cependant, l'œil du Sahel a identifié dans cette motion de soutien du RDPC une énorme curiosité. Le nom d'un membre du Conseil constitutionnel figure en bonne place parmi les signataires de cette motion d'appel à la candidature de Paul Biya. Il s'agit de Jean Foumanakam. Edmond Kamga, vous avez suivi de près cette actualité qui a été dévoilée en début de semaine par l'œil du Sahel. Le nom d'un membre du Conseil constitutionnel dans une liste des signataires d'une motion de soutien à Paul Biya pour sa candidature en 2018 pour l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui fait problème concrètement? Pourquoi la presse a-t-elle soulevé cette curiosité-là? Oui, avant de répondre à cette question, Cédric, je voudrais apporter une précision sur une chose qui a été dite tout à l'heure concernant le calendrier électoral.
Je pense que le chef de l'État ne peut pas modifier à l'état actuel la date de l'élection présidentielle. Pour que cette date, pour que les élections présidentielles ne se tiennent pas cette année-ci et dans les délais que tout le monde connaît, il faudrait qu'on modifie la Constitution. Donc, il ne peut pas proroger la date de l'élection présidentielle. Par contre, il peut le faire. Il peut écouter le mandat des conseillers municipaux et des parlementaires. Il a la possibilité d'écouter ou de proroger le mandat des conseillers municipaux ou des parlementaires. Il a fait en 2012. Tout à fait, il a fait en 2012. 2013, 2012, deux fois de suite. Plus de 6 mois, 6 mois fois 2. Tout à fait. C'est en 2013 finalement que sont tenues les tenues élections législatives et municipales. Donc c'était pour apporter une précision importante à ce propos. Par contre, concernant l'élection présidentielle peut être écourtée à une condition, que le chef de l'État démissionne, que le président de la République démissionne de ses fonctions. Là, le mécanisme sera enclenché de constat de la vacance de la présidence de la République par le Conseil constitutionnel. Et à ce moment, le président du Sénat pourra, n'est-ce pas, assurer l'intérim et organiser les élections au plus tard dans les 120 jours. Voilà la seule possibilité constitutionnelle actuelle pour que l'élection présidentielle se déroule avant le mois d'octobre. Pour le moment, le chef de l'État ne se peut pas. Est en place et il y a des élites du Sud qui l'appellent encore à être candidat pour l'élection d'octobre 2018. Et parmi les signataires de cette motion de soutien, le nom de Jean Fouman Akam, membre du Conseil constitutionnel. L'Œil du Sahel a dévoilé, la presse s'est enflammée autour de cette vive polémique et controverse sur la présence d'un membre du Conseil constitutionnel sur une liste des signataires d'une motion de soutien du RDPC. Qu'est-ce qui fait problème? Oui, d'abord, il faut apprécier le regard méticuleux de l'Œil du Sahel qui a pu détecter, n'est-ce pas, le nom de Jean Fouman Akam dans la liste des motions de soutien. Je le dis pourquoi? Parce que c'est une liste abondante. Elle est longue. Comme nous ont habitués, n'est-ce pas, les cadres, les militants du RDPC au niveau des sections, sous-sections, qui envoient des motions de soutien qui sont publiées à longueur de journaux, d'espace dans le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune depuis de longues années. Et nous en sommes aujourd'hui, je ne sais pas si on en est déjà peut-être à presque 5 tomes de motions de soutien. Malice va confirmer, c'est 5 tomes déjà de motions de soutien au chef de l'État, d'appel à candidature. Donc, pour rester dans le sujet, disons clairement que c'est un fait exact. Le nom de Jean Fouman Akam s'est retrouvé dans la liste de motions de soutien. Et pourquoi ça pose problème? Lui-même, jusqu'aujourd'hui, et cela suscite une interrogation, parce que dans d'autres pays, dans les pays où les usages républicains existent, quand une situation comme celle-là existe, celui qui est interpellé prend position. C'est-à-dire, il doit prendre la parole, donner une conférence de presse et dire sur cette question, voici ce que je pense. Parfois même, il anticipe. Avant sa réaction, parfois, il anticipe, il démissionne des intentions. Edmond Kamdia, qu'est-ce qui fait problème sur la présence du nom de Jean Fouman Akam dans cette motion de soutien du RDPC adressée au chef de l'État? Ce qui fait problème, c'est que Jean Fouman Akam est membre du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire l'organe régulateur de toutes les institutions. L'organe qui veille à la régularité de l'élection présidentielle et des élections référendaires dans ce pays. C'est-à-dire, un membre titulaire de ce conseil ne peut pas en même temps être militant d'un parti politique. Parce que cela pose un problème. Il ne peut pas être à la fois juge et parti, le moment venu, puisqu'il faudra que, au terme des élections que j'ai citées tantôt, que le Conseil constitutionnel se prononce. S'il peut se prononcer avec des membres qui sont membres titulaires, connus, et qui ont fait une motion de soutien à un candidat, même s'il n'a pas encore annoncé sa candidature, on sait que Paul Biya est le candidat naturel du RDPC. Donc ça pose problème. Il y a des questions éthiques, et même des questions au niveau légal et constitutionnel, puisque c'est un membre du Conseil constitutionnel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point se situe au niveau de la réaction du secrétaire à la communication du RDPC. Avant qu'on ne parvienne à sa réaction, permettez aux autres panélistes de réagir. Cyril Sambaka, sur cette annonce qui a été faite par l'Œil du Sahel, un membre du Conseil constitutionnel qui appelle Paul Biya à être candidat encore à la présidentielle 2018. Comment vous avez réagi face à cette... je dois d'abord faire le constat que l'Œil du Sahel a un bon œil. Et je crois que c'est quelque chose à féliciter. Donc, cela traduit tout simplement le fait que le RDPC ne s'émancipe pas. Vous voyez, ils sont restés sur la routine. Parce que pour eux, dans l'esprit du parti unique, tous les fonctionnaires, tous les responsables,
tous ceux-ci sont appelés à cotiser pour le parti, ils sont appelés à s'aligner pour le parti. Donc, il n'y a pas eu de consultation. Si on doit se référer au fait que M. Foumanakam, c'est un juriste, donc il sait très bien que son nom ne devait pas figurer dedans. Mais si son nom figure dedans, acceptons que ce soit une erreur. Mais l'erreur vient d'où? Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, pour signer, ça veut dire que vous êtes présent et vous avez signé. Bon, maintenant, ça veut dire que pour publier, on prend le soin de signer ceux qui étaient là et qui ont manifesté leur présence et leur attachement à cela. Donc, je dois dire que la routine a pris le pas et c'est pour cette raison que le RDPC, aujourd'hui, apparaît comme une machine complètement rouillée qui passe que sur l'appui de l'administration. Donc, le RDPC est passé du parti au pouvoir vers le parti du pouvoir, que le pouvoir instrumentalise, comme il instrumentalise les chefs traditionnels. Au moment des élections, il choisit quelques personnes qu'ils ont adoubées, ils mettent en place la machine avec Elecam. Donc vous voyez, ça ne fait que s'agrandir. Justement, c'est ça qui est inquiétant. Il faut préciser que dans les colonnes de l'Œil du Sahel, les responsables de Cameroun Tribune ont déclaré qu'ils publient les documents tels que transmis par les voies autorisées. Siège de Sahel, lorsque vous voyez le nom de Jean Foumanakam, membre du Conseil constitutionnel, se retrouver dans la liste des signataires d'une motion de soutien à Paul Biya pour qu'il se porte encore candidat à la présidentielle. Comment appréciez-vous? C'est une grande désolation et c'est un scandale au moins à deux niveaux. Au niveau personnel de M. Jean Foumanakam, il devrait prendre parole et dire au moins aux Camerounais s'il a été, et même s'il n'a pas été, qu'on a fait à son insu, assumer, c'est-à-dire avoir le courage de démissionner. Parce que quoi qu'on dise, il ne peut pas démontrer aux Camerounais qu'il n'est pas du RDPC. Il est bel et bien du RDPC. Deuxième chose, je dis, et je le répète une fois de plus parce qu'on est en année électorale, le folklore qu'on déploie depuis 56 ans autour d'un individu est dangereux. Il n'est pas seulement dangereux pour ceux qu'on étiquette comme nous autres de l'opposition, non. Moi je dis à ceux gens qui sont du RDPC de regarder ce qui s'est passé ailleurs. Il ne faudrait pas que dans 5 ans, on vienne vous dire ici que oui, comme on l'a dit pour un certain roi Léopard, eh bien, le président nous obligeait à boire du sang humain avec lui. On ne pouvait pas faire autrement. C'est faux. Ces gens sont seulement... Quand vous regardez l'expression de leur visage, vous voyez deux types de terreur. Il y a une terreur objective, positive, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à éliminer les autres Camerounais pour rester au pouvoir. Si vous avez suivi hier le discours d'un homme d'affaires de l'Ouest à Banganté, vous allez le comprendre. C'est-à-dire qu'ils dépendent tous du régime pour vivre et pour faire les affaires. Il y a une terreur passive. Ceux qui sont nommés comme celui sous ce qu'on vient de nommer, qui pensent que, et vous avez compris le sens des félicitations, on pense qu'on vous a nommé, c'est un cadeau qu'on vous a fait, alors qu'on vous appelle à servir. C'est-à-dire on vous confie une mission dangereuse. Et on dit non, c'est parce que le chef, dans sa grande magnanimité, voudrait que... Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, la liste du RDPC et les différentes motions des chefs, un chef qui ne représente pas seulement le RDPC se lève et il dit qu'il est derrière Paul Biya. C'est pareil. C'est-à-dire que c'est un scandale. Normalement, ces chefs, les populations devaient se lever et les éjecter de leur siège. Sauf que ça met en cause quelque chose de plus fondamental. Un discours qu'on entend tout le temps, la forme de l'État. Justement, ces manifestations montrent bien qu'il y a une nécessité d'un débat sur la forme de l'État au Cameroun. Précisons que le journal Info Matin a indiqué que Jean Foumanakam n'a jamais pris part à ce meeting politique qui s'est tenu à Ibolova et qui a conduit à la rédaction de cette motion de soutien publiée dans les colonnes de Cameroun Tribune. Avant la réaction du patron politique du RDPC dans le Sud, nous avons ici sur ce plateau l'honorable député Marlise Doualabel. Les Camerounais s'interrogent sur comment sont confectionnées ces motions de soutien du RDPC qui appellent régulièrement Paul Biya à être encore candidat pour l'élection présidentielle. Une fois de plus, c'est une tempête dans un verre d'eau. Franchement. Parce que avant que Foumanakam ait été nommé,
j'allais dire, coopté, hein, pour dire plus justement, coopté comme membre du Conseil constitutionnel, il remplissait toutes les conditions. Une grande carrière judiciaire et une grande carrière de commis de l'État. Voilà les deux, j'allais dire, les deux histoires de carrière qui amènent quelqu'un à ce niveau de responsabilité, parce que c'est quand même un corps d'exception. Et je pense qu'il a aussi, il y a aussi l'âge, hein, parce que même en France, le Sénat, pas le Sénat, le Conseil constitutionnel tourne quand même autour de la moyenne d'âge de 80 ans. Donc, pour moi, c'est un excellent candidat pour cette institution. Mais avant qu'il ne soit coopté, il a eu une vie politique. Il est militant du RDPC. D'accord? Quand maintenant survient un incident comme celui-là, pour moi c'est un incident qui relève, Sambaka utilisait un mot tout à l'heure, qui, il a dit la routine. La routine. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Le petit cabinet qu'on constitue pour l'élaboration des documents à la fin d'un rassemblement comme celui-là ont généralement des documents dans leur laptop. Généralement, on ne recommence peut-être pas l'ensemble de la déclaration, mais on toilette et on met à jour. Attendez que je Vous permettez à l'honorable de s'exprimer sur laissez-moi la question. terminer. Et je pense que Expliquez le mécanisme de ces élaborations. c'est très important. Et parce que même dans nos fonctions, moi j'ai été RH pendant longtemps, je ne recommençais que très rarement un document, parce qu'en réalité, il y a déjà une documentation, une histoire qui existe et sur laquelle, en général, on va aller pêcher. Alors, ce qui a dû se passer, j'essaie d'expliquer comment ça s'est passé, ce qui a dû se passer, c'est qu'il y avait une liste qui a probablement déjà servi en son temps, et la personne qui a préparé le document n'a pas pris la peine de mettre la liste à jour, parce que effectivement la liste, on doit procéder à la mise à jour de cette liste pour qu'elle colle aux personnes présentes, aux personnes qui ont assisté effectivement à la réunion. Donc moi c'est le seul schéma possible, parce que le nom de monsieur Fouman Akam qui se retrouve dans cette liste alors qu'il n'a pas participé à cette réunion, ça ne peut provenir que d'une ancienne liste. C'est vous qui dites qu'il n'a pas participé. Alors, toiletté. C'est vous qui dites qu'il n'a pas participé. Ça, je me permettez à l'honorable de s'exprimer. Donc, pour moi, à partir du moment où il a été reconnu qu'il y a eu une erreur, il y a eu une erreur, point barre. Justement, au regard de votre analyse, au regard des mécanismes que vous venez d'expliquer, le professeur Jacques Famdongo, qui est patron politique du RDPC dans le Sud, a utilisé un autre argumentaire pour justifier la présence du nom de Jean Fouman Akam sur ces listes. Il a parlé d'une malencontreuse coquille, Edmond Kambia, qui s'est glissée dans cette liste. Il s'agissait plutôt d'écrire Marie Fouman Akam et non Jean Fouman Akam. Comment pouvez-vous expliquer cette mise au point du RDPC qui intervient plusieurs jours après cette dénonciation faite par la presse? Il faut dire que ce qui s'est passé a probablement embarrassé la hiérarchie du RDPC, pour qu'ils aient attendu plusieurs jours avant d'intervenir. Ce d'autant que la personne concernée jusqu'aujourd'hui n'a pas encore donné son mot, n'a pas encore réagi personnellement. C'est le RDPC qui réagit à travers le professeur Jacques Famdongo, qui parle d'une coquille qui se serait glissée dans la liste qui a été publiée par le quotidien Cameroun Tribune. Comment vous comprenez cette mise au point? Bon, là maintenant, comme un journaliste ordinaire, parce que Jacques Famdongo, il faut le dire, il a été directeur de l'ESTI, d'une école de journalisme. Et quand on parle de coquille, ça obéit à un certain nombre de choses. D'abord, quand on parle de coquille, la liste a été publiée. Et Jacques Famdongo parle d'une coquille qui serait glissée. La question est de savoir de quelle coquille s'agit-il? Quelle est la coquille? Est-ce que la coquille, c'est le prénom de Fouman Akam, Jean? C'est quoi la coquille en réalité?
Parce que il y a une petite confusion. Parce que ce serait trop simple de dire que c'est une coquille qui s'est glissée. Cela donnerait l'impression que c'est en réalité l'organe qui a publié ou diffusé l'information qui s'est trompé. C'est-à-dire Cameroun Tribune. Or, selon les informations à notre disposition, Cameroun Tribune a reçu des documents tels quels du RDPC et les a publiés tels quels. Donc, sur le plan stricto sensu de la pratique journalistique, il n'y a pas coquille. Parce qu'il y a coquille, la personne qui va s'excuser, c'est l'organe qui a diffusé l'information, c'est-à-dire Cameroun Tribune. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas vu un erratum de Cameroun Tribune sur ce point précis. C'est plutôt la structure, enfin, quelqu'un qui vient de la part de la structure qui a envoyé le document, qui parle de coquille. Donc, il y a un problème au niveau de la coquille. S'agit-il d'une véritable coquille ou pas? Mais je le dis, il ne s'agit pas d'une coquille officiellement parce que c'est Cameroun Tribune qui aurait dû rectifier et parler d'une coquille qui s'est glissée. Ça, c'est d'un. De deux, le professeur Jacques Famendongo explique par la suite qu'en fait, il s'agissait de Marie et non pas de Jean. Vous savez, je suis chrétien. Marie, c'est la mère de Dieu. Jean, c'est celui qui a eu l'honneur dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire du christianisme, n'est-ce pas, d'avoir cette mission, de garder Marie. Lorsque Jésus était sur la croix, il a dit, Jean, voici ta mère. Mère, voilà ton fils. Excusez la parenthèse que j'utilise sur les noms Jean et Marie, pour vous dire qu'en réalité, le professeur Jean Famendongo nous embarque dans une histoire sans queue ni tête. Parce que j'ai déjà clarifié sur le plan de la coquille. Maintenant, restons sur le plan politique. Que ce soit une erreur, une coquille, restons dans l'expression utilisée coquille, que ce soit une coquille ou autre chose, je vous assure, que ce soit Jean ou Marie. Jean, ça fait problème parce qu'il est membre du Conseil constitutionnel. Marie, ça fait aussi problème parce qu'elle est l'épouse du membre du Conseil constitutionnel. Justement, Edmond Kambia, oui, j'ai dit ça pose un problème. Justement, permettons aux politiques aussi de s'exprimer sur cette question. Si c'est Marie, avant elle est militante du RDPC, son époux est membre du Conseil constitutionnel. Justement, avant que Marlys puisse réagir, Cyril Sambaka, est-ce que la mise au point du patron politique du RDPC dans la région du Sud vous permet de lever l'équivoque sur la présence du nom de Jean Foumanakam sur cette liste des signataires d'une motion de soutien adressée au chef de l'État? Nous avons deux explications là. Nous avons l'explication du député Marlys. Moi, j'accepte son explication parce qu'il faut, dans ces choses-là, il faut être bonne foi. C'est-à-dire que la polémique est là, les problèmes sont là. Mais Famendongo, excusez-moi, depuis la gourde qu'il a faite à l'UDC, à l'Ouest en 2013, pendant les élections sénatoriales, de déclarer des faussetés à la radio, à la télévision camerounaise, moi je me suis fait. Donc il m'est difficile de parler de ces déclarations, mais seulement je ne crois en rien. Je dois dire, je ne crois en rien à ces déclarations parce que c'est de la manipulation, mais les temps ont changé. Parce qu'aujourd'hui, on analyse. On vous dit, vous voyez, on dit, voici l'œil du Sahel. Vous pensez qu'il va regarder que dans le Sahel. Voilà qu'il a déniché quelque chose d'important. Vous voyez, on commence à analyser parce que les gens en ont marre. Les gens en ont marre. La routine. Mais le ministre dit que c'est Marie. Non, le ministre là n'a jamais dit la vérité. Ce ministre n'a jamais... Il a attaqué l'UDC. Vous comprenez? Et on a les preuves que ce qu'il a dit, c'est les mensonges, puisque après ça, on a vu aucun ressortissant du nous au Sénat. Par contre, il a attaqué notre liste qui était la meilleure liste. Mais sur le cas de Marie Foumanakam, qui est plutôt le nom que le RDPC souhaitait inscrire sur la liste. Je dis pas, l'éthique même demande que Marie soit auprès de Jean. Parce que même, c'est ce que Edmond essayait de dire, que même Dieu a demandé que Marie soit auprès de Jean. Donc si Marie est auprès de Jean et que Jean n'est pas dans cette liste, pourquoi Marie serait dans cette liste? Donc c'est ce qu'il est en train de vous dire. Et c'est la vérité. Même au niveau sur le plan biblique, c'est démontré. Donc Marie est auprès de Jean. Oui. Ce n'est pas une coque, moi je préfère l'explication qu'elle a donnée, c'est du copier-coller. Vous comprenez? Non. Ce monsieur, je préfère accepter que ce soit du copier-coller. Non. La routine.
qui a fait en sorte qu'on retrouve les mêmes noms dans des documents hier qui avaient les mêmes noms. Justement. Mais quant à ce que M. Famel Ndongo dit, je le dis avec beaucoup d'énergie et même beaucoup de ressentiment, qu'il a l'habitude de dire des faussetés. Jacques Famdongo qui a présenté ses excuses à ce membre du Conseil constitutionnel qui aurait été éclaboussé par cette motion de soutien des fils et filles du Sud qui souhaitent que le chef de l'État soit encore candidat pour l'élection présidentielle en 2018. Serge Soro, il s'agissait plutôt de Marie Foumanakam et non de Jean Foumanakam, selon Jacques Famdongo dans sa mise au point qui a été rendue publique dans la presse. Il s'agit bel et bien de Jean Fouman Akam, qui était même présent à la réunion. Connaissant les habitudes. Attendez, je vais vous apporter, je vais démonter, clé par clé tout le mensonge que le noyeur a voulu présenter aux Camerounais. D'abord, si c'était une erreur par interposition de documents et de toilettage, il y aurait eu sur cette liste des décédés et des prisonniers du Sud. Pourquoi on a enlevé cela? Comment on a fait? On a lu en lisant, on a bien vu qu'on enlève tous les décédés du Sud, tous ceux qui sont en prison là dans l'opération Épervier qui sont du Sud, qui étaient signataires. Je voulais venir avec la liste de 2012 ici, pour que vous voyez qu'il n'y a même pas de ressemblance entre la liste de la motion de 2012 et celle-ci. Donc ce que l'honorable a voulu nous dire peut plutôt prêter au déshonneur. Ça se passe souvent comme ça, mais honorable, ça ne s'est pas passé comme ça. On a bien saisi une liste qui n'a même pas été signée. Parce que certains ne voulaient pas justement la signer. Parce qu'ils n'ont pas terminé la réunion. Deuxièmement, s'il y avait eu ce qu'on veut nous faire croire, c'est-à-dire que quelqu'un a pris la place pour parler au nom de tout le monde, comme les chefs ont fait quelque part ici et ailleurs, je crois que Jean Foumanakam est suffisamment grand dans tous les sens, comme vous l'avez dit, pour dire au peuple camerounais qu'on y a mis son nom par inadvertance. Il n'attend pas, il ne peut pas, on ne peut pas nous faire croire qu'il a peur de Jean Famdongo pour dire que c'est quelqu'un d'autre qui a mis son nom. Et si par contre, s'il ne le dit pas, et qu'on dise qu'on a voulu plutôt mettre le nom de sa femme, c'est encore très grave. Pourquoi c'est grave selon vous? Parce que justement, on ne peut pas confondre le nom de sa femme avec son nom. Très souvent dans ces listes, lisez-les très bien, on écrit le nom et on met épouse. Voilà la formule qu'ils retiennent. Si elle veut le démontrer, qu'elle nous apporte la motion qui avait été citée par le ministre de Garde des Sceaux ici une fois, et vous allez voir comment les noms sont libellés dessus. Très souvent, c'est comme ça que ça se fait, pour que justement, il n'y ait pas de malentendu. Je dis donc qu'on ne se perde pas. Je vous ai dans le contexte actuel, et elle a révélé ici maintenant, le souhait est dans la précipitation. Tout le monde court, parce que je vous ai dit qu'ils sont dans la terreur, ces gens-là. Et ils pensent qu'il faut aggraver la situation pour sauver les meubles. Ce n'est pas ça la solution. Justement, permettez à Marlise Doualabel de s'exprimer sur ces préoccupations qui viennent d'être posées concernant les zones d'ombre autour de la mise au point de Jacques Famdongo, président, patron politique du RDPC dans le Sud, qui parle d'une malencontreuse coquille et d'une confusion entre Jean et Marie Foumanakam. D'abord, le professeur Famdongo a certainement eu à enquêter. Moi, je n'ai pas enquêté. Sambaka n'a pas enquêté. Nous sommes dans la fiction. Nous sommes dans la fiction. On essaye d'imaginer ce qui a pu se passer pour que ce nom se retrouve sur cette liste. Mais le professeur Famdongo, qui lui a certainement enquêté et a voulu savoir ce qui s'est passé pour que ça arrive, est arrivé à la conclusion qu'il s'agit d'une coquille. Je ne peux pas remettre sa version en cause. Je ne peux que dire, moi, ce que j'imagine, parce que j'ai eu, en tant que DRH, à élaborer des organigrammes. Et des organigrammes où se sont retrouvées effectivement des personnes décédées. Pourquoi? Parce que quand vous élaborez des organigrammes, chaque direction, d'abord chaque service, remonte ses propositions à la direction à la direction des ressources humaines, et nous collectons toute cette information. Et ils travaillent sur quoi? Ils travaillent sur des canevas qui retraçaient déjà l'organisation actuelle de l'unité. Donc, en fonction des propositions qui ont été faites, on réajuste, on enlève ceux
qui n'ont pas été retenus, ceux qui ont été promus, on change leur catégorie, etc., etc. Et il arrive donc que la somme d'informations qu'on reçoit, malgré l'effort j'allais dire de lecture qu'on fait, il peut se glisser ce type d'erreur. Pour l'avoir vécu, donc, je pense que ce n'est pas tout le temps un complot ou bien quelque chose qui a été Mais les fait panélistes à bon ici escient. présents estiment que même si c'est le nom de Marie Foumanakam, cela pose encore un problème en raison du lien qui l'unit avec le membre du Conseil Je constitutionnel. vais y arriver. D'abord, l'expert Kamgia, son histoire de Jean et Marie là, de la Bible, il est allé chercher ça, je ne sais pas où, mais il ne m'a pas embarqué parce que je ne vois pas ce que ça venait faire là. Maintenant, ça pose le problème des conjoints. Est-ce que quand on est conjoint, on a le droit d'avoir une opinion politique qui soit différente de celle de son mari? Oui. Oui. Et l'engagement professionnel du mari ne lie pas l'épouse. Pour certaines fonctions, oui. En tout cas, je ne sais pas, j'ai Pour pas vu certaines leur fonctions, texte. oui. Voilà. Mais est-ce que c'est écrit dans leur texte que leurs conjoints n'ont pas le droit d'avoir des opinions politiques ou d'avoir une vie politique? Je ne crois pas que ce soit stipulé. Donc pour moi, Madame Foumanakam peut avoir sa carrière politique, son mari a ses fonctions et est tenu de respecter les règles qui définissent le profil de ce poste-là. Donc pour moi, il y a amalgame. Madame, si c'est Marie qu'on voulait écrire et que bon, c'est plutôt Jean qu'on a écrit, et c'est d'ailleurs pour cette raison que ça nous donne une leçon, hein. Ça nous donne une leçon, ça veut dire que désormais quand on est assis, que chacun écrive son nom. Parce que quand chacun a écrit son nom, jamais Marie n'aurait écrit Jean pour mettre son propre nom. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit très regardant désormais. Des choses qui paraissaient anodines il y a quelques années, aujourd'hui peuvent prendre une connotation sévère parce que nous sommes dans un environnement où les acteurs sont de plus en plus vigilants, etc. Donc moi, je pense que la leçon que nous devons attirer, parce que quand il y a un événement comme celui-là, ou un incident comme celui-là, ou un dysfonctionnement comme celui-là, ce qui est important, c'est les leçons qu'on tire. Justement, moi, je tire la leçon. Cette mise au point du patron politique du RDPC dans le Sud permet-elle de pouvoir aplanir ce problème qui a jeté un discrédit sur le Conseil constitutionnel, Edmond Kamgia? La réponse est non. La mise au point ne suffit pas. Il faut que le concerné réagisse. Comme le disait M. Soro tout à l'heure, c'est quelqu'un c'est un adulte, c'est quelqu'un qui est assez mature, qui a assumé de hautes responsabilités dans ce pays, comme le disait Marlise Doualabel. Il faut qu'il réagisse. La presse attend sa réaction. Il faut qu'il se prononce clairement sur ce qui s'est passé. Parce que en réalité, la mise au point du professeur Jacques Famen-Nongo renforce la confusion et l'amalgame, je le disais tantôt. Parce qu'il était, sur le plan journalistique, c'est le quotidien Cameroun Tribune qui doit faire l'erratum ou le rectificatif. Ce n'est pas... Mais la coquille peut aussi partir de celui qui a rédigé initialement, la liste initiale. Je veux dire que la coquille n'est pas forcément celle de Cameroun Tribune. Ouais. Ça peut être la coquille du rédacteur de la commission. Je disais donc que la question n'est pas aplanie. Il ne faudrait pas qu'on aille aux élections prochaines sans qu'on sache véritablement ce qui s'est passé. Clairement ce qui s'est passé. Il faudrait que Jean Foumanakam se prononce là-dessus. Parce que ce soit lui, que ce soit son nom, ou alors le nom de son épouse, dans les deux cas, ça fait problème. Et même pour les mêmes raisons, pour des raisons éthiques. Lui, c'est plus grave, pour des raisons éthiques, légales et constitutionnelles. Son nom ne doit pas figurer. Et ce n'est pas son épouse qui doit appeler à voter pour un candidat à l'élection présidentielle dont lui, le moment venu, en tant que membre du Conseil constitutionnel, va se prononcer dessus. Mais où est la limite? Non, il y a des... Elle doit être discrète. Ça doit être clair. À partir du moment où Elle ne l'épouse doit pas- non. a le droit d'avoir une Elle carrière a la liberté politique. d'avoir ses convictions, mais elle ne peut pas appeler à voter pour un candidat en sachant que son époux est membre du Conseil constitutionnel. Ce n'est écrit et qu'il nulle va part. Non, c'est des questions éthiques. C'est Ce n'est grave. écrit nulle part. Il faudrait qu'on s'habitue aux usages républicains.
Moi, je connais des couples qui votent différemment. Hein. Ces multiples appels à la candidature de Paul Biya pour l'élection présidentielle ont-ils plus d'écho que les appels au cessez-le-feu sur le théâtre de la crise anglophone? Depuis de nombreux mois, acteurs de la société civile, l'opposition, mais aussi la communauté internationale ne cessent d'appeler à un cessez-le-feu sans que la situation ne s'améliore dans les régions anglophones. Aujourd'hui, c'est l'UNESCO et l'UNICEF qui ont fait le point sur l'impact de la crise anglophone dans les secteurs de l'éducation. Une trentaine d'écoles incendiées, 33 000 élèves qui n'ont pas pu aller à l'école dans des conditions optimales du fait de ces enlèvements des enseignants, ces incendies perpétrés dans les écoles et ces multiples crises et violences meurtrières sur le théâtre de la crise anglophone. Serge Sora, la communauté internationale commence déjà à s'inquiéter avec ces déclarations communes faites par l'UNESCO et l'UNICEF concernant le secteur de l'éducation qui est touché par la crise anglophone. Avec raison. Et c'est pour ça que je disais tantôt qu'il n'y a pas d'urgence électorale dans une situation pareille. Parce que le chef d'État, vraiment, normalement, il aurait pu déjà au moins déclarer l'état d'urgence. Qu'on ne raconte pas aux Camerounais que ça va bien. 40 écoles incendiées, 33 000 élèves dans la rue. Je ne crois pas qu'il faut plus que cela pour qu'on comprenne qu'il ne peut pas avoir d'élection là-bas. Et je crois qu'il y a urgence à ouvrir un véritable dialogue, pas ce pseudo-démarche de pacification coloniale qu'on veut nous faire admettre. Parce que je suis d'accord que ceux qui gouvernent veuillent manier la carotte et le bâton. Mais convenons au moins qu'il y a des points sur lesquels les opinions des Camerounais divergent et asseyons-nous pour en débattre. Justement, la commission Moussongué a séjourné à Bamenda et lors des audiences publiques, les populations, du moins leurs représentants, ont été clairs. Ils exigent des excuses publiques de la part du gouvernement et l'ouverture d'un dialogue inclusif avec des leaders de ces mouvements séparatistes installés à l'étranger. Honorable Marlise Doualabel, est-ce que le gouvernement serait prêt à céder à ces conditions préalables à l'ouverture d'un dialogue concernant cette crise dans les régions anglophones? Je ne sais pas si les représentants de la population ou des communautés qui ont fait cet ultimatum sont des ambazoniens ou pas. Parce que s'ils ne sont pas ambazoniens, ça veut dire qu'ils ne rendent pas service au pays. De demander que le président de la République présente ses excuses pour le désastre économique et social, pour les incendies des écoles, des villages dans ces régions, le gouvernement pourrait présenter ses excuses pour au moins consoler ces populations. Le désastre économique et social est la conséquence de la guerre asymétrique qui a eu lieu. Donc, c'est parce qu'il y a eu guerre asymétrique, c'est-à-dire la prise d'armes, l'insurrection armée, qu'il y a eu ces conséquences. Moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire, à clarifier. Il y a quelque chose à clarifier. Le gouvernement peut avoir fait des bavures. Et j'imagine même que certainement que le gouvernement a fait des bavures parce que quand on est dans une guerre asymétrique, c'est difficile de discerner entre, j'allais dire, le warriors, le guerrier et le civil. C'est très difficile. Et généralement, les personnes qui ont pris les armes vivent en famille, vivent avec leurs parents, leurs enfants, etc. Et ça complique la réplique. Quand le gouvernement veut mener une réplique, forcément, des civils innocentes payent de leur sang, payent de leur peau. Donc, je voudrais qu'on commence par demander à ceux qui ont pris les armes de poser les armes. Une fois que ces gens ont posé les armes, toute la responsabilité devient celle du gouvernement. Justement, Edmond mais Kamgia, pas le contraire. Sur cette question du dialogue tant attendu, qui peine à se dessiner sur le théâtre d'une crise qui, elle, s'enlise avec son impact social, économique et politique au-delà même des frontières camerounaises.
vous avez relayé dans la Nouvelle Expression ces multiples sorties à la fois des États-Unis, les Nations Unies, également la Grande-Bretagne qui commence à hausser le ton face au gouvernement camerounais. Oui, effectivement, les États-Unis, par la déclaration de son ambassadeur accrédité à Yaoundé, a eu à réagir. Il y a eu la Grande-Bretagne qui réagit également. Il y a, on le sait, la réaction du gouvernement par rapport notamment à la réaction américaine, à travers le communiqué du MIREX, dont le ton était dur, ferme, mais dont j'ai estimé que certains propos étaient excessifs. Il y a eu surtout la réaction du professeur Luc Sinjun, qui est, il a signé sa sortie 2 jours plus tard, parce que le communiqué du MIREX, le jeune Béla Mbela, est daté du 22 mai. La réaction de Luc Sinjun paraît dans Cameroun Tribune du 24 mai, 2 jours plus tard. Luc Sinjun signe son communiqué membre titulaire du comité central du RDPC. Il a une autre qualité qu'il aurait pu utiliser, mais il ne l'a pas fait. Celle de conseiller politique du président de la République. Mais en réalité, il faut y voir, dans ces 2 sorties, le fait pour le chef d'État d'avoir utilisé 2 leviers pour agir sur le même tableau. Parce qu'il faut le dire, la sortie du MIREX était très dure. Il a utilisé des termes parfois que sur le plan diplomatique, on n'utilise pas. Et j'ai eu à le dire ici récemment sur ce plateau. Par exemple, de dire que le Cameroun ne se laissera pas imposer un candidat de l'extérieur. Ou alors le Cameroun est jaloux de sa souveraineté. Il ne permettra qu'aucune puissance puisse s'y mixer dans ses affaires intérieures. Le Cameroun n'avait pas besoin de dire ça aux États-Unis. En tenant compte de tout ce que les États-Unis font pour le Cameroun. Oui, je le dis. Je l'assume. Sur le plan diplomatique, ce n'était pas bien. Ce n'était pas bien sur le plan diplomatique de l'écrit. Et je suis heureux d'avoir lu. Permettez-moi, Marlise Doualabel, de dire que j'ai lu jusqu'à la fin l'article publié par Luc Sinjun pour dire qu'en réalité, Luc Sinjun est venu atténuer, réajuster et même corriger certaines phrases utilisées dans le propos du MIREX. Parce qu'il dit, Luc Sinjun dit dans sa sortie dans le quotidien gouvernemental qu'il faut prendre la déclaration de l'ambassadeur des États-Unis pour ce qu'elle est, un point de vue. Ce n'est pas une injonction que les États-Unis donnent au président de la République. Justement, passer cette étape, comment va-t-on organiser ce dialogue qui tarde à se dessiner sur le terrain, malgré les points de vue, les conseils donnés par les amis du Cameroun concernant l'enlisement et la gravité de cette crise anglophone? Aujourd'hui, il faut passer à la grande étape, celle que tout le monde attend. C'est-à-dire quoi? Ouvrir le dialogue national. D'abord, cesser le feu. C'est le cessez-le-feu qui va déterminer le... Mais écoute Malise, il faut annoncer l'ouverture du dialogue national. Et ensuite, maintenant, appeler les 2 camps, si je peux le dire ainsi, c'est-à-dire les forces gouvernementales et de l'autre, les sécessionnistes, ceux qui attaquent le Cameroun de l'extérieur et commettent des exactions, assassinent les soldats, de cesser le feu. Parce qu'il faut un signe fort, il faut un signal fort. Parce qu'ils ne peuvent pas. J'imagine, dans la lecture des conflits dans le monde entier, pour qu'il y ait cessé le feu, il faut que ceux-là, notamment ceux qui attaquent les forces gouvernementales, soient rassurés et l'impression qu'en face, il y a une bonne volonté. Justement. Notamment l'ouverture du dialogue. Je pense qu'il faut commencer par annoncer l'ouverture du dialogue. Après Edmond Kamga, Cyril Sambaka, sur cette question du dialogue, comment va-t-on y arriver? Ça fait 2 ans déjà que les différents acteurs appellent au dialogue, mais c'est plutôt la crise qui s'enlise, qui s'aggrave, avec une crise humanitaire et des réactions en chaîne de la communauté internationale. En quelques mots. Oui, il faut d'abord retenir que ce n'est pas la première fois que le Cameroun, n'est-ce pas, passe à côté de ce genre de crise. Et on l'a fait au temps de l'UPC, n'est-ce pas? Ils sont passés à côté, en 61, passés à côté. Chaque fois, le pouvoir passe à côté. Pourquoi le pouvoir passe à côté? Parce que le pouvoir, depuis ce qu'on a appelé les indépendances, n'a pas compris qu'il s'agit du Camerounais aujourd'hui et du Cameroun. Et que nous sommes entre nous et nous devons penser notre développement. Ils ont continué à utiliser les méthodes coloniales. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans l'administration sont les nouveaux colons. Et ça, on ne peut pas trouver de solution dans notre problème, dans notre pays avec cela. Vous avez vu, on parle aujourd'hui comment on va faire.
1991, M. Sédhic Noufélé, on était au plus profond de la crise. Il y a eu ce qu'on appelait la réunion tripartite. Ça a décanté la situation. Et par la suite, c'est le gouvernement, le pouvoir, qui n'a pas respecté certains accords signés à la tripartite. Donc, chaque fois, nous sommes en train de nous comporter comme si on n'était pas chez nous. Vous avez vu le Nigeria envahir le Cameroun par Bakassi. Pourquoi nous n'avons pas fait la guerre? Nous sommes allés chercher la paix. Et c'était où? C'était pas à l'ONU. Vous avez vu plus loin, au temps d'Aïdjo, le Gabon avait traversé la frontière. Est-ce que vous avez appris qu'il y avait eu la guerre? Ils se sont assis et ils ont trouvé des solutions. Maintenant qu'il s'agit des Camerounais eux-mêmes, non, on ne peut pas se parler. On va les écrabouiller, machin. Et on est en train de radicaliser les gens. Alors, quand on a fini de radicaliser le nord-ouest et le sud-ouest, ça va aller ailleurs. Ça va venir dans le sud. Ça va venir dans le littoral. On ne peut pas échapper à cela. Il faut le savoir. Donc, quand je vous disais il y a 1 an et demi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que de la révolution passive, on va entrer à la révolution active. Et si le gouvernement continue comme ça, il y aura eu guérilla. Et si c'est comme ça que la guerre civile commence dans un pays. Et tous les indicateurs montrent aujourd'hui que le Cameroun est là, à côté de la guerre civile. Il n'y a que les Camerounais eux-mêmes pour ne pas comprendre qu'ils sont en train d'aller trop loin. Il y a une rentrée parlementaire annoncée ce mois de juin. Honorable député Marlys Doualabel, vous y serez. La question avait été posée par le SDF lors des sessions parlementaires antérieures. Le RDPC avait refusé ce débat sur la crise anglophone. Aujourd'hui, que l'heure est grave, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait un débat sur cette question lors de cette session parlementaire afin que des propositions de loi soient faites et que les députés, les sénateurs puissent exhorter le gouvernement à pouvoir ouvrir ce dialogue? Bon, vous prêchez à une convaincue, hein, parce que déjà, à la dernière session, je faisais partie des gens qui pensaient que les meilleurs représentants du peuple à l'heure, si, ce sont les parlementaires. Et que ce débat devait avoir lieu au niveau du Parlement. Mais le Parlement peut avoir un avis, ou les parlementaires peuvent avoir un avis, et l'exécutif avoir sa stratégie. Et des fois, quand les deux ne se rencontrent pas, il ne se passe rien. Donc, l'inclusivité est une chose extraordinaire et qui est, j'allais dire, qui est le socle du vivre ensemble. Quand on n'est pas attentif, je le répète chaque fois, quand on n'est pas attentif à l'autre, et ça généralement c'est le défaut des majorités, hein. Les majorités ne font pas attention aux minorités. Et les minorités ils ne doivent avoir aucun problème, ils n'ont qu'à suivre la majorité. Non, les minorités doivent être écoutées. Parce que si elles ne sont pas écoutées, ça devient le foyer de beaucoup de choses, de frustration qui commencent à prendre de l'importance et puis finalement, on ne maîtrise plus. Donc moi, je suis pour le débat. La seule différence entre moi, peut-être, et les autres, c'est que techniquement, concrètement, pratiquement, je pense que c'est d'abord le cessez-le-feu qu'il faut mettre en place avant le débat. Parce que tant que les armes crépitent, demandez à un gouvernement de venir présenter ses excuses. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Un gouvernement, un État qui est attaqué par un État... j'allais dire... Il n'y a pas un État. Vous voyez bien que vous êtes dans le passe. L'Amazonie, c'est vous qui avez fabriqué l'Amazonie en ne dialoguant non, pas. Attendez, vous n'êtes pas juste quand vous dites ça. Quand la crise a commencé, il n'y avait pas de violence. Agression ou pas? Oui, il y a eu agression. Maintenant qu'il y a eu agression, vous n'allez pas demander à l'État du Cameroun d'aller se mettre à genoux devant l'agresseur pour lui demander. Au début de la crise, il n'y a pas eu ce sont des agression. Camerounais, certes. Et comme ils ne vont pas réussir dans la création de cet État-là, j'en ai la certitude, ils ne vont pas réussir, il va falloir pourtant qu'ils reviennent dans le pays et qu'on continue à vivre ensemble. Donc effectivement, ça prend qu'on se parle. Merci. Personne n'est contre le fait qu'on se parle, mais qu'on arrête les armes. Ça fait trop de mal. Merci, honorable Douala Marlys Bel, d'être venu sur ce plateau. Merci, Cyril Sambaka, vice-président de l'UDC, Edmond Kambia, consultant pour droit de réponse, Serge Soro, historien, cadre politique de l'UPC. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Equinox Télévision.